Chapitre 16. Une invitation à prendre le thé qui tourne au tragique. Octobre, à Green Gables, était un fort beau mois. Les bouleaux du vallon prenaient une teinte aussi dorée que le soleil, les érables en arrière du verger se drapaient d'un pourpre royal, les merisiers le long de l'allée arboraient leurs plus jolies couleurs, rouge profond et vert bronze, tandis que, dans les champs, le regain s'abandonnait au soleil. Anne était ravie de baigner dans un monde si coloré. Oh, Marilla, s'écria-t-elle un samedi matin en esquissant des entrechats, les bras remplis de superbes rameaux. Je suis si heureuse de vivre dans un monde où il y a des mois d'octobre. Ce serait affreux de passer sans transition de septembre à novembre, n'est-ce pas? Contemplez ces branches d'érable. Est-ce qu'elles ne vous donnent pas de petits et d'énormes frissons? Je vais m'en servir pour décorer ma chambre. Cela fait bien du désordre, dit Marilla, dont le sens esthétique n'était guère développé. Vous encombrez trop votre chambre avec ces objets que vous ramenez de partout, Anne. Les chambres à coucher sont faites pour dormir. Oh, bien sûr, et pour rêver aussi, Marilla. Et vous savez, on rêve tellement mieux dans une chambre où il y a des jolies choses. Je vais mettre ces rameaux dans la vieille cruche bleue que je poserai sur ma table. Bon, mais prenez garde à ne pas semer de feuilles dans tout l'escalier. Moi, je me rends à Carmody pour une réunion de la Société de bienfaisance cet après-midi. Je ne serai probablement pas de retour avant la nuit. Vous devrez préparer le souper de Matthew et de Jerry, et surtout, n'oubliez pas de mettre le thé à infuser avant de passer à table comme vous l'avez fait la dernière fois. C'était impardonnable, s'excusa Anne. Mais cet après-midi-là, j'essayais de trouver un nom au Vallon des Violettes et je ne pensais qu'à ça. Matthew a été très gentil. Il ne m'a même pas grondé. Il a préparé le thé lui-même et il a dit que nous pouvons bien attendre un moment. Et moi, je lui ai raconté un beau conte de fées pour le faire patienter. Il n'a pas trouvé le temps long. C'était un très beau conte de fées, Marilla. J'en avais oublié la fin, mais j'ai inventé un autre dénouement. Matthew m'a affirmé qu'il n'avait même pas remarqué à quel moment j'ai commencé à inventer. Vous savez, Anne, Matthew ne protesterait même pas si vous décidiez de vous lever et de souper en plein milieu de la nuit. Mais aujourd'hui, essayez de garder les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si je ferai bien de vous suggérer cela, car je risque de vous rendre encore plus écervelé que d'habitude. Si vous le désirez, vous pouvez inviter Diana à passer l'après-midi avec vous ici et à prendre le thé ici. Oh, Marilla, fit Anne en se frottant les mains. Quelle idée merveilleuse! Cela prouve, en tout cas, que vous aussi, vous pouvez imaginer des choses. Ou alors, vous n'auriez jamais compris combien j'en avais envie. Cela sera tellement agréable. On se comportera comme des grandes dames. Si j'ai de la visite, il n'y a pas de risque que j'oublie de faire infuser le thé. Oh, Marilla, puis-je utiliser le service à thé avec des boutons de rose? Ah non, par exemple, le service à thé avec des boutons de rose. Et quoi encore? Vous savez bien que je ne l'utilise presque jamais, sinon pour le pasteur et pour la société de bienfaisance. Vous servirez le thé dans le vieux service ocre, mais je vous permets d'ouvrir le petit pot jaune de confiture de cerise. Il est temps de le faire, de toute manière. Je pense que le contenu commence à fermenter. Et vous pouvez couper des tranches de gâteau de fruits et grignoter quelques biscuits, quelques croquets. Je m'imagine déjà, assise, au bout de la table, en train de servir le thé, fit Anne extatique, les yeux fermés. Je me vois demander à Diana si elle désire du sucre. Je sais bien qu'elle n'en prend pas, mais bien entendu, je ferai comme si je ne le savais pas. Je m'imagine aussi en train de l'inciter à reprendre une tranche de gâteau aux fruits et de la confiture. Oh, Marilla, quelle merveilleuse sensation j'éprouve, rien qu'à y penser. Puis-je l'emmener dans la chambre d'amis pour y faire y déposer son manteau quand elle arrivera? Et puis la faire asseoir dans le petit salon? Non, le grand salon suffira largement pour vous deux. Mais il reste une demi-bouteille de sirop de framboise que l'on n'a pas terminé l'autre soir, lors de la réunion pour l'église. Elle est sur le second rayon, dans le placard du grand salon, et si vous voulez, vous pouvez en boire, vous et Diana, et agrémenter l'après-midi en mangeant un biscuit. Matthew sera probablement en retard pour le thé, puisqu'il apporte des pommes de terre au bateau. Anne avait déjà filé dans le vallon, au-delà de la source des fées, et remonté le sentier aux épinettes pour atteindre au plus vite Orchardschlop, afin d'inviter Diana à venir prendre le thé. Ainsi, à peine Marilla s'était-elle mise en route pour Carmody, que Diana arrivait, parée de sa deuxième plus belle robe, et affichant l'allure qui convient lorsqu'on est invité à prendre le thé. Les autres fois, elle avait coutume d'entrer en courant dans la cuisine sans frapper. Mais ce jour-là, elle frappa, fort, dignement, à la porte de devant. Et quand Anne, vêtue, elle aussi, de sa deuxième plus belle robe, ouvrit la porte tout aussi dignement, les deux petites filles se serrèrent la main avec autant de sérieux que si elles ne s'étaient jamais rencontrées auparavant.
Cette solennité, si peu naturelle, dura jusqu'au moment où Diana, après que l'on eut conduit au pignon est pour y déposer son chapeau, eût été assise 10 bonnes minutes dans le grand salon, n'osant remuer un orteil. Comment va ta mère s'enquit Anne, par politesse, comme si elle n'avait pas aperçu madame Barry en train de cueillir des pommes le matin même. Elle se porte à merveille, merci. Je présume que monsieur Colbert apporte ses pommes de terre au Lily Sand cet après-midi, n'est-ce pas? Fit à son tour Diana, qui s'était rendue le matin même chez monsieur Harmon Andrews dans la charrette de Matthew. Oui, notre récolte de pommes de terre est fort bonne cette année. J'espère que celle de ton père s'avère aussi bonne. Assez bonne, merci. As-tu cueilli beaucoup de pommes jusqu'à maintenant? Oh, un nombre incroyable, dit Anne, oubliant sa dignité et se levant d'un bond. Allons donc dans le verger chercher quelques red sweeting, Diana. Marilla m'a dit que nous pouvions cueillir tout ce qu'il reste sur l'arbre. Marilla est une femme fort généreuse. Elle m'a dit que nous pouvions manger du gâteau aux fruits et de la confiture de cerises pour accompagner le thé. Mais ce ne sont pas de bonnes manières que d'annoncer à ses invités qu'on va leur offrir à manger. Et par conséquent, je ne te dirai pas ce qu'elle nous a donné la permission de boire. Disons que ça commence par un S et un F, et que c'est d'un rouge éclatant. J'aime les boissons d'un rouge éclatant, pas toi? Elles sont 2 fois meilleures que celles d'une autre couleur. Dans le verger, où de longues branches s'affaissaient jusqu'au sol sous le poids des fruits, il faisait si bon que les 2 petites filles y passèrent la plus grande partie de l'après-midi, assises dans un coin où l'herbe, malgré le gel, était encore verte et douce, et où le soleil d'automne, si chaud et velouté, aimait à s'attarder. Elles croquèrent des pommes et bavardèrent tant qu'elles put. Diana voulut raconter à son amie tout ce qui s'était passé à l'école. Elle devait maintenant s'asseoir à côté de Gertie Pye, ce qu'elle détestait. Gertie faisait crisser sa plume sans arrêt, et cela lui glaçait le sang. Ruby Gillis avait réussi, comme par enchantement, à se débarrasser de toutes ses verrues, grâce à un galet magique que la vieille Mary Jo, qui habitait près de la rivière, lui avait donné. On frottait les verrues avec le galet, et puis on le jetait par-dessus son épaule gauche à la nouvelle lune, et toutes les verrues disparaissaient. Le nom de Charlie Sloane était maintenant écrit sur le mur du porche avec celui d'Emily White, et cela avait mis Emily hors d'elle. Sam Boulter avait répondu d'un ton insolent à M. Phillips devant toute la classe, et M. Phillips l'avait corrigé à coups de règle. Le père de Sam était descendu à l'école et avait menacé M. Phillips de gros ennuis s'il osait encore toucher à un cheveu de l'un de ses enfants. Mattie Andrews avait un nouveau bonnet rouge et un corsage croisé bleu, avec des glands partout. Elle se pavanait tellement que tout le monde en était écœuré. Lizzie White ne parlait plus à Mamie Wilson, parce que la sœur de cette dernière avait piqué son soupirant à la grande sœur de White. Anne manquait à tout le monde, et tout le monde souhaitait qu'elle revienne à l'école. Et Gilbert Blythe... Mais Anne ne voulut pas entendre parler de Gilbert Blythe. Elle se leva d'un bond et suggéra qu'elle rentre prendre un peu de sirop de framboise. Anne regarda sur le second rayon du garde-manger du grand salon. Il n'y avait aucune bouteille de sirop de framboise. Une recherche plus poussée permit d'en découvrir une sur le rayon du haut. Anne la posa sur un plateau qu'elle mit sur la table avec un gobelet. « N'hésite pas, Diana, serre-toi, fit-elle poliment. Moi, je ne pense pas que je vais en prendre maintenant. Après avoir mangé toutes ces pommes, je n'en ai pas particulièrement envie. » Diana se versa un gobelet entier, admira silencieusement la belle couleur rouge, et commença à boire à petites gorgées délicates. « Ce sirop de framboise est extrêmement délicieux, Anne, affirma-t-elle. J'ignorais que le sirop de framboise puisse être aussi bon. Cela me fait grand plaisir que tu l'aimes. Prends-en autant que tu veux. Moi, je vais vite à côté raviver le feu. Il y a tellement de choses auxquelles il faut penser quand on doit s'occuper d'une maison, tu te rends compte? Quand Anne revint de la cuisine, Diana buvait déjà son 2e gobelet de sirop, et, encouragée par Anne, elle ne fit aucune objection au 3e. Les gobelets étaient bien remplis, et le sirop incontestablement délicieux. « C'est le meilleur que j'ai bu de ma vie, » dit Diana. « Il est infiniment supérieur à celui de Madame Lind, et pourtant elle n'arrête pas de se vanter de celui qu'elle fait. Celui-ci a un goût tout à fait exceptionnel. » Cela ne m'étonne pas que le sirop de framboise de Marilla soit bien meilleur que celui de Madame Lind. C'était à prévoir. Admit Anne loyalement. Marilla est une excellente cuisinière. Elle s'efforce de m'apprendre à faire la cuisine, mais je peux t'affirmer, Diana, qu'il s'agit là d'une tâche ingrate. On peut si difficilement s'abandonner à son imagination en cuisine. Il faut s'en tenir aux règles. La dernière fois que j'ai fait un gâteau, j'ai oublié d'y mettre la farine.
C'est que j'étais en train de concocter la plus merveilleuse histoire, Diana. Je me disais que tu avais attrapé la petite vérole, tu étais très malade, tout le monde t'avait abandonné. Mais moi, je suis allée sans hésiter m'installer près de ton lit, et je t'ai soigné jusqu'à ce que tu reviennes à la vie. Et puis, ce fut à mon tour d'attraper la maladie. J'en suis morte, on m'a enterrée sous le peuplier du cimetière. Tu as planté un rosier près de ma tombe, et tu l'as arrosé avec tes larmes, et tu n'as jamais, jamais oublié l'ami d'enfance qui avait donné sa vie pour toi. Oh, Diana, quelle histoire pathétique. Les larmes me coulaient sur les joues pendant que je préparais mon gâteau. Mais j'ai oublié la farine, et le gâteau a complètement raté. Tu sais, la farine, c'est important dans les gâteaux. Marilla était furieuse, tu penses bien. Je lui occasionne bien des problèmes. Elle était d'ailleurs particulièrement navrée à propos de la sauce pour le pudding la semaine passée. Mardi, nous avons mangé un plum pudding pour le déjeuner, et il en restait la moitié, ainsi que beaucoup de sauce. Marilla m'a dit qu'il y en avait assez pour un autre repas, et m'a demandé de ranger le tout sur un des rayons du garde-manger en le couvrant bien. C'est bien ce que j'avais l'intention de faire, Diana. Mais tandis que je le rangeais, je me suis imaginé que j'étais une bonne sœur, bien sûr, je suis protestante, mais j'ai fait semblant d'être catholique, et que je prenais le voile pour cacher, dans le refuge du cloître, la souffrance de mon cœur brisé. Voilà que j'avais oublié de couvrir la sauce du pudding. J'y ai pensé le lendemain matin, et j'ai couru jusqu'au garde-manger. Diana, imagine-toi l'horreur que j'ai pu ressentir en découvrant une souris noyée dans la saucière. J'ai retiré la souris avec une cuillère et je l'ai jetée dans la cour. Et puis j'ai rincé la cuillère au moins 3 fois. Marilla était dehors, à traire les vaches, et j'avais bien l'intention de lui demander son avis lorsqu'elle rentrerait. Devais-je donner la sauce au cochon? Mais, à son retour, j'étais en train de m'imaginer en fée de l'automne. Je volais dans le bois, saupoudrant les arbres de teintes rouges et jaunes qui leur feraient plaisir, et j'ai complètement oublié la sauce. Marilla m'a envoyé cueillir des pommes. Ce matin-là, monsieur et madame Chester Ross de Spencerval sont arrivés. Tu sais que ce sont des gens très à cheval sur les manières, principalement madame Chester Ross. Lorsque Marilla m'a appelé pour le déjeuner, il était prêt, et tout le monde était déjà à table. J'ai essayé de me montrer aussi polie et digne que possible, car je voulais que madame Chester Ross soit convaincue que je sais me tenir comme une dame, même si je ne suis vraiment pas très belle. Tout s'est bien passé, jusqu'au moment où j'ai vu Marilla nous apporter le plum pudding d'une main et la saucière toute chaude de l'autre. Diana, ça a été un instant épouvantable. Je me suis souvenue de tout, et je me suis levée en criant Marilla, ne vous servez pas de la sauce à pudding. Une souris s'est noyée dedans. J'ai oublié de vous le dire plus tôt. Oh, Diana, je n'oublierai jamais cet horrible moment toute ma vie. Madame Chester Ross s'est contentée de me regarder, et j'ai eu l'impression de disparaître sous terre tellement j'avais honte. C'est une maîtresse de maison si parfaite. Imagine-toi ce qu'elle a dû penser de nous. Marilla, elle, est devenue toute rouge, mais elle n'a rien dit. Sur le moment, elle s'est contentée de rapporter la sauce et le pudding, et d'apporter quelques confitures de fraises. Elle m'en a même offert, mais je n'avais plus faim. J'avais l'impression de marcher sur des charbons ardents. Après le départ de madame Chester Ross, Marilla m'a réprimandé vertement. Mais Diana, qu'est-ce qui se passe? Diana s'était levée, mais elle éprouvait de la difficulté à tenir debout. Elle se rassit donc et se prit la tête dans les mains. Je. Je suis terriblement malade, marmonna-t-elle, la voix pâteuse. Je. Je dois rentrer tout de suite. Mais voyons, tu ne penses pas rentrer avant d'avoir pris le thé? S'écria Anne inquiète. Je vais le préparer tout de suite, je vais le mettre à infuser immédiatement. Je dois rentrer, répéta Diana d'un air stupide mais décidé. Écoute, mange au moins quelque chose, supplia Anne. Je peux te servir un peu de gâteau de fruits et de la confiture de cerises. Allonge-toi sur le canapé un petit moment, cela ira mieux après. Où as-tu mal? Je dois rentrer, répéta Diana encore une fois. Puis, elle n'ajouta plus rien. Anne continua de la supplier, mais en vain. Je n'ai jamais vu d'invité qui rentre chez eux sans avoir pris le thé, fit-elle désespérée. Oh, Diana, est-ce qu'il se pourrait vraiment que tu aies la petite vérole? Si c'est le cas, rassure-toi, j'irai te soigner. Je ne t'abandonnerai jamais, mais j'aimerais bien que tu restes encore pour le thé. Où as-tu mal? J'ai la tête qui tourne, dit Diana. Elle marchait effectivement, comme quelqu'un qui a la tête qui tourne. Anne, pleurant de déception, alla chercher le chapeau de Diana et l'accompagna jusqu'à la barrière de la cour des Barry. Elle sanglota tout le long du chemin de retour.
Arrivée à Green Gables, elle rangea le reste du sirop de framboise dans le garde-manger et prépara le thé pour Matthew et Jerry, mais sans entrain. Le lendemain était un dimanche. Il pleuvait à torrents, et, de l'aube au crépuscule, Anne ne bougea pas de Green Gables. Le lundi après-midi, Marilla l'envoya chercher quelque chose chez Madame Lint. Très peu de temps après, Anne revint, montant l'allée à toute allure, les joues baignées de larmes. Elle entra en coup de vent dans la cuisine et se jeta sur le canapé, la tête la première en gémissant. « Qu'est-ce qui se passe à présent, Anne » s'enquit Marilla, inquiète et hésitante. « J'espère que vous ne vous êtes pas encore montrée effrontée avec Madame Lint. » Pas de réponse. Anne pleurait de plus belle, occultée, gémissait. « Anne Shirley, quand je vous pose une question, je veux une réponse. Allez, asseyez-vous tout de suite, et dites-moi pourquoi vous pleurez. » Anne s'assit. On eût dit l'incarnation même de la tragédie. « Madame Lint a rendu visite à Madame Barry aujourd'hui, et Madame Barry était dans tous ses états, » fit Anne d'un ton larmoyant. « Elle a dit que j'ai saoulé Diana samedi, et que je l'ai renvoyée chez elle dans un bien piteux état. Elle dit que je dois être vraiment mauvaise, méchante petite fille, et qu'elle ne laissera jamais, mais jamais plus Diana jouer avec moi. Oh, Marilla, je suis désespérée, mais désespérée. » Marilla, stupéfaite, fixait Anne sans savoir que dire. « Saouler Diana ?» dit-elle quand elle réussit à reparler. « Anne, est-ce vous qui êtes tombée sur la tête ou Madame Barry? Pour l'amour de Dieu, qu'avez-vous donné à Diana ?»« Rien que du sirop de framboise, » fit Anne en sanglotant. « Je n'ai jamais pensé que le sirop de framboise pouvait saouler les gens, Marilla, même si on en boit 3 gobelets pleins comme l'a fait Diana. Oh, je sais que toute cette histoire fait penser au mari de Madame Thomas, mais je ne voulais pas saouler Diana, je le jure. »« Saouler, sornette que ça, » maugréa Marilla en se dirigeant vers le garde-manger du grand salon. Là, sur l'étagère, elle aperçut une bouteille et reconnut tout de suite l'une de celles qui servaient de récipient à son vin de groseille maison. Celui qui avait 3 ans et que tous les habitants d'Avonlea considéraient comme excellent, bien que les plus puritains, entre autres Madame Barry, eussent exprimé bien fortement leur désapprobation. Et, au même instant, Marilla se souvint qu'elle avait rangé la bouteille de sirop de framboise dans la cave et non dans le garde-manger comme elle l'avait dit à Anne. Elle revint à la cuisine, la bouteille de vin à la main, et les traits un peu crispés, bien malgré elle. « Anne, vous avez vraiment l'art de vous placer dans des situations impossibles. Vous avez donné à Diana du vin de groseille et non du sirop de framboise. Vous n'avez pas perçu la différence au goût ? » « Je ne l'ai pas goûté, » s'écria Anne. « J'ai cru que c'était votre sirop. Je voulais me montrer tellement, tellement hospitalière avec Diana. Elle s'est tout d'un coup sentie horriblement mal, et elle a dû rentrer. Madame Barry a dit à Madame Lint qu'elle était, tout simplement, ivre-morte. Elle s'est contentée de rire, comme une idiote quand sa mère lui a demandé ce qui lui arrivait. Elle est allée se coucher, et elle a dormi pendant des heures. Sa mère, reniflant son haleine, a compris qu'elle était saoule. Toute la journée d'hier, Diana a eu un horrible mal de tête. Madame Barry était absolument indignée. Elle ne croira jamais que je ne l'ai pas fait exprès. Je pense, moi, qu'elle ferait mieux de punir Diana d'avoir été assez gourmande pour boire 3 verres bien remplis de quoi que ce soit, dit Marilla brusquement. Allons donc. 3 de ces grands verres auraient suffi à la rendre malade, même s'ils n'avaient contenu que du sirop de framboise. Eh bien, voilà une histoire qui va donner raison à tous ceux qui me reprochent énergiquement de fabriquer du vin de groseille, bien que je n'en ai pas fait depuis 3 ans. Depuis le jour où j'ai su que le pasteur désapprouvait cela. J'ai gardé cette bouteille, au cas où quelqu'un serait malade. Allons, allons, mon enfant, ne pleurez pas. Je ne vois pas en quoi vous seriez à blâmer, bien que je regrette ce qui s'est passé. Il faut que je pleure, dit Anne. J'ai le cœur brisé, les astres sont contre moi. Marilla, Diana et moi sommes désormais séparés pour la vie. Oh, Marilla, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Je me souviens encore de nos serments d'amitié. Ne soyez pas stupide, Anne. Madame Barry changera d'idée quand elle aura appris que vous n'y êtes pour rien. Je présume qu'elle croit que vous avez voulu jouer un mauvais tour à sa fille, ou quelque chose du genre. Vous feriez mieux de vous rendre chez les Barry ce soir, et d'expliquer à Madame Barry ce qui s'est vraiment passé. Mes forces m'abandonnent à l'idée d'affronter la mère de Diana, qui doit être tellement indignée, fit Anne en exhalant un soupir. J'aimerais que vous y alliez, Marilla. Vous connaissez tellement mieux les bonnes manières que moi. Et puis, je pense qu'elle vous écoutera plus volontiers. Bon, eh bien, j'irai, dit Marilla, jugeant, elle aussi, qu'il s'agissait sans doute de la meilleure des solutions. Ne pleurez plus, Anne, tout va s'arranger.
Mais Marilla, lorsqu'elle revient d'Orchard Slope, avait changé d'avis. Tout ne s'arrangerait pas. Anne attendait son retour et se précipita à sa rencontre à la porte du porche. « Oh, Marilla, je lis sur votre visage que cela ne servit à rien, fit-elle tristement. Madame Barry ne veut pas me pardonner. Madame Barry, parlons-en, lâcha Marilla. De toutes les femmes butées que j'ai pu rencontrer, elle est bien la pire. Je lui assurai que c'était une erreur, que vous n'étiez nullement à blâmer, elle a tout simplement refusé de me croire. Elle en revenait toujours à mon vin de groseille et à la position que j'ai soutenue quant à sa nature inoffensive. Je lui ai répondu du tac au tac que mon vin de groseille n'était pas fait pour être avalé par de grands verres, encore moins à raison de 3, et que si j'avais un enfant si gourmand chez moi, je lui donnerais une bonne fessée pour lui faire retrouver ses esprits. Marilla se glissa dans la cuisine, troublée et malheureuse, abandonnant derrière elle, dans le porche, une petite âme particulièrement bouleversée. Anne sortit aussitôt, tête nue, dans la fraîcheur du crépuscule d'automne, d'un pas assuré, avec détermination. Elle descendit par le chemin de trèfle flétri vers le pont de Rondin, traversa, de l'autre côté, le massif d'Épinette, qu'éclairait faiblement un croissant de lune perché au-dessus des bois d'Est. Madame Barry, qui vint à la porte pour répondre au petit coup heurté, trouva, devant elle, sur le seuil, une fillette suppliante aux lèvres blêmes et aux yeux ardents. Les traits de Madame Barry se durcirent. C'était une femme remplie de préjugés, qui détestait bien des choses, et sa fureur était toujours de celle, froide et obstinée, qui se laissait difficilement apaiser. Pour lui rendre justice, il faut dire qu'elle était réellement persuadée qu'Anne avait saoulé Diana de façon malicieuse et préméditée. Et c'était en toute bonne foi qu'elle tenait à protéger sa petite fille de la perversité contagieuse qui ne pouvait émaner d'une telle amie. « Que voulez-vous » demanda-t-elle sèchement. Anne joignit les mains. « Oh, Madame Barry, je vous en prie, pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de rendre Diana malade. Comment l'aurais-je pu? Imaginez un instant que vous êtes une pauvre petite orpheline adoptée par de braves gens et que vous n'avez qu'une seule amie de cœur dans ce monde entier. Pensez-vous que vous lui causeriez volontairement du tort? Je croyais qu'il ne s'agissait que de sirop de framboise, je vous jure, j'en étais fermement convaincue. Oh, je vous en prie, ne dites pas que vous ne laisserez plus jamais Diana jouer avec moi, parce que, alors, un nuage de désespoir planera sur mon existence éternellement. » Ce discours, qui aurait en un clin d'œil attendri le cœur de la bonne Madame Lint, n'eut pour effet que d'irriter davantage Madame Barry. Elle se méfiait des grands mots et des attitudes théâtrales d'Anne, et s'imagina que l'enfant se moquait d'elle. C'est pourquoi, froide et cruelle, elle trancha. « Je ne pense pas que vous soyez le genre de petite fille qui convienne à Diana. Vous feriez mieux de retourner chez vous, et de vous conduire plus convenablement. » Les lèvres d'Anne tremblèrent. « Ne me laisseriez-vous pas voir Diana, une dernière fois, pour lui dire adieu » implora-t-elle. « Diana est allée avec son père à Carmody, » fit Madame Barry en rentrant dans la maison et en fermant la porte. Anne retourna à Green Gables. Elle affichait ce calme trompeur qui précède les profonds désespoirs. « Mon dernier espoir s'est envolé, » confia-t-elle à Marilla. « Je suis allée là-bas, rencontrer Madame Barry moi-même, et elle m'a traitée avec le plus grand mépris. Marilla, je ne la trouve pas particulièrement bien élevée, cette femme-là. Il n'y a rien d'autre à faire, sinon prier, et je n'ai pas tellement espoir que cela donne des résultats. Voyez-vous, Marilla, j'ai le sentiment que Dieu lui-même ne pourrait venir à bout de l'entêtement de quelqu'un comme Madame Barry. »« Anne, vous ne devriez pas parler ainsi, » rétorqua Marilla, essayant de dominer une envie de rire aussi inattendue qu'inappropriée. De fait, lorsqu'elle raconta toute l'histoire à Matthew ce soir-là, elle se permit de rire à gorge déployée des tribulations d'Anne. Mais quand elle se glissa dans la chambre du pignon est, avant d'aller se coucher, et qu'elle aperçut qu'Anne s'était endormie, à force de larmes et de sanglots, une douceur inhabituelle affleura dans ses yeux. « Pauvre petite âme, » murmura-t-elle, en replaçant une boucle qui avait glissé sur le visage dévasté par le chagrin. Et, soudain, elle se pencha et embrassa la joue encore rouge qui reposait sur l'oreiller.